Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 21 janvier. Au sommaire aujourd'hui, Teledol qui dépose un recours auprès du tribunal administratif. La société est fermée depuis le 29 décembre et le sera probablement encore jusqu'au 3 février. Les explications du directeur Patrick Freudiger. Ensuite, et parce qu'on est jeudi, on ouvre notre page dédiée aux élections communales. Premier chapitre du petit journal des élections en compagnie de Rodolphe Henner et Michel Jeutran, rédacteur en chef du quotidien La Côte. Ensuite, on prend l'exemple de Longiro avec Damien Richard, candidat à la municipalité. En sport, Audrey Iné prend des nouvelles du skipper genevois à la Roura en pleine Vendée des Globes. Et enfin, en culture, nous recevons le Nyonnais Marc Descoster qui nous présente sa nouvelle réalisation, une toute nouvelle pépite, ça s'appelle Vasectomia et on en parle en plateau. La Dole restera fermée jusqu'au 3 février. Le parking des DAB, situé sur sol français, est fermé depuis le 29 décembre et empêche l'accès au télésiège suisse des DAB qui monte vers le massif de la Dole. De son côté, suite au prolongement de l'arrêté préfectoral, la société Teledol dépose un recours auprès du tribunal administratif. On en parle avec le directeur de la société, Patrick Freudiger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en bref, pour résumer la situation qui est un peu complexe, c'est un matériel suisse exploité par une société française et gouverné par les Français. On a l'impression finalement que les Suisses n'ont pas vraiment leur mot à dire. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de mot à dire, mais ce qu'on peut préciser, c'est qu'on n'a pas été considéré, les intérêts suisses n'ont pas été considérés dans le cadre de cet arrêté préfectoral du préfet du Jura. Comment est-ce qu'on l'explique justement ? Alors, c'est vrai que déjà dans l'arrêté lui-même, il y a au niveau des éléments qui sont pris en considération, il y a un mélange qui part du principe que les remontées mécaniques, c'est les remontées mécaniques de la société française. Donc déjà, il y a une erreur, parce que finalement, les remontées mécaniques appartiennent à Teledol SA, qui est une société suisse qui appartient à la région de Nyon. Et puis, l'exploitant, c'est Sogestar Suisse, c'est-à-dire que c'est une succursale de droit suisse de la société Sogestar française qui gère les remontées mécaniques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez cette attribution ou cette exploitation par une société française, justement, au vu de la situation ? Non, non, parce que, je veux dire, c'est... Au-delà en fait, des péripéties qu'on vit cette année, il était logique de rechercher des économies d'échelle plutôt que d'avoir deux domaines avec deux conseils d'administration, deux responsables d'exploitation, deux responsables du marketing, deux responsables de la maintenance. Maintenant, on a une seule société et puis qui fait qu'on n'a pas démultiplié en fait, les acteurs. Donc on a une société qui est compétente pour la gestion et puis nous, Teledol, nous sommes propriétaires, c'est comme dans une maison, on est responsable des murs, c'est-à-dire du bon fonctionnement des installations et de la maintenance lourde. Alors forcément, cet arrêt a un impact notamment financier sur la société. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? À combien est-ce que vous estimez les pertes ? Alors, en moyenne, on ouvre 100 jours par an et puis on devrait avoir un loyer de 400 000 francs cette année. Avec l'arrêté préfectoral, on a 38 jours d'interdiction de stationner, ce qui fait qu'on perd grosso modo près de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc 40% de 400 000 francs, voilà le préjudice auquel nous sommes confrontés. Mais nous ne sommes pas les seuls. L'école suisse de ski, qui a 20 professeurs, qui est une école suisse de la Dole, elle ne peut pas exercer ses activités à la Dole. Le restaurateur aussi, qui fait environ 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois en période hivernale, bon, certes, il y a aussi des mesures vaudoises qui ne permettent pas d'accueillir de la clientèle à l'intérieur de l'établissement, mais il pourrait s'en sortir en vendant à l'emporter des boissons chaudes et puis des mets à l'emporter. Donc on est 3 acteurs suisses à être prétérités par cette mesure préfectorale. Mais aujourd'hui, est-ce que cette situation pourrait mettre en faillite votre société ? Alors, c'est certain que si on ne trouve pas une solution pour avoir une compensation financière, une perte de près de la moitié de notre chiffre d'affaires sur la Dole, ça peut mettre en péril notre société. Aujourd'hui, votre solution, en tout cas une solution, c'est de déposer un recours au tribunal de justice. Votre avocate pense vous sortir de cette affaire, mais très franchement, il me semble que la marge de manœuvre est très restreinte. Alors la marge de manœuvre est restreinte parce que nous sommes une société suisse, on doit faire un recours en droit administratif sur le territoire français. Donc il a fallu trouver en fait un avocat spécialisé dans le droit public, ce que nous avons pu obtenir. Et maintenant, nous travaillons avec une avocate de Besançon qui est active dans le Doubs et dans le Jura. Et puis, on a bon espoir aussi d'avoir des arguments solides pour contester cet arrêté préfectoral. Là aussi, ça peut être révélateur de la situation d'une avocate française.
Non, mais c'est logique, parce que trouver un avocat suisse spécialisé dans le droit public, qui connaît bien le droit public français, c'est assez compliqué. Donc c'était quand même préférable. On a consulté quelques avocats sur le plan suisse. On nous a tout de suite conseillé d'aller chercher un spécialiste du côté français, quoi. Et puis bon, on l'avoue, on a tous envie de skier parce que les conditions sont féeriques. Patrick Freudiger, aujourd'hui, quel est l'objectif? Pouvoir quand même ouvrir avant le 3 février? Est-ce qu'on mise sur les vacances de février? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors c'est vrai que cette année, nous avons des conditions d'enneigement qui sont très intéressantes, qui nous permettent d'ouvrir Saint-Sergue depuis bientôt 30 jours avec de bons résultats. Ça aurait été une bonne année en fait pour ouvrir toute l'année. Donc notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir le domaine à compter du mois de février, qui est quand même une période forte avec toutes les vacances scolaires des Suisses et puis des Français. Dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous sommes sur le point de terminer l'établissement de ce recours. Il va être déposé sans doute samedi matin. Et puis, le type de recours que l'on fait, c'est un référé de liberté. Donc, vraisemblablement, le tribunal administratif doit statuer dans les 6 jours qui suivent le dépôt du recours. Donc, on espère avoir un résultat de cette démarche auprès du tribunal administratif de Besançon avant la fin du mois. Autrement dit, vous espérez cette fois-ci être entendu, ce que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'ici. Voilà, au moins être entendu sur le plan de notre droit et puis sur le plan du préjudice auquel nous sommes, pour lequel en fait nous nous battons, quoi. Patrick Freudiger, directeur de la société Télédôle, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. La politique locale fait-elle encore rêver? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec notre invité, Damien Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la municipalité de Langirois. Alors, à vos côtés, 4 candidats briqueront les 5 places de l'exécutif langerois. 2 municipaux sortants, Martin Briner et Pierre-Alain Cumer, André Vietti, mais aussi Isabelle Rubin. 5 candidats pour 5 places. On pourrait dire l'affaire est belle, mais pourtant, lundi, lors du dépôt du liste, c'était la surprise, puisque jusque-là, il manquait des places. Il manquait des candidats, plutôt. Exactement, ouais. Donc encore vendredi, en fin de journée, justement, j'étais en train de regarder, au début de matinée, fin de journée, pour se dire, mais combien il y a de listes qui ont été déposées, combien il y a de candidats, est-ce qu'il faut encore en chercher activement durant le week-end, ou réussir à motiver des connaissances. Et donc j'étais un peu dans un facteur de stress, de me dire, non, on ne va pas être seulement 3 candidats pour 5 places. Pour moi, c'est un peu un échec de la démocratie, à ce moment-là, où de se dire, on n'a pas réussi à démontrer aux gens que dans leur municipalité, c'est là que les décisions qui les touchent au plus près se passent à cet endroit-là. Et ça a quand même été un soulagement de voir le lundi à midi qu'il y avait 5 candidats pour 5 places. Après, c'est encore mieux s'il y a encore plus de candidats, et comme ça, il y a un peu un prestige de l'élection, mais au moins, il y a tous les candidats pour tous les sièges. Après, il faudra voir si tout le monde est élu. Alors évidemment, ça pose plusieurs questions. Est-ce que vous-même, vous êtes allé sur le terrain pour essayer de convaincre quelques personnes? Et quels sont les retours que vous avez eus à ce moment-là? Moi, j'ai essayé de chercher justement 2-3 autres personnes aussi pour se mettre sur des listes, ou justement pour se présenter. Et puis j'ai eu plusieurs retours, où ça c'était des indisponibilités aussi au cercle familial, ou au niveau du cercle professionnel, des nouveaux projets. Parce qu'un engagement de 5 ans, c'est quand même une grande durée, il faut être sûr de pouvoir être là pendant les 5 ans. Et puis aussi l'engagement du temps, où j'ai aussi eu plusieurs retours avec des municipaux déjà actuels ou des syndics qui m'ont dit que c'est comme un sacré engagement de soi, il faut donner de soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on demande peut-être une professionnalisation de cette tâche-là? Je pense qu'il y a 2 discours. Il y a un discours qui est on veut absolument maintenir notre système de milice, où on en vante les mérites. Et je pense qu'il y a un deuxième discours qu'on ne s'en rend pas compte, c'est toutes les attentes qu'on formule envers le politique qui, en fait, nous professionnalisent dans la tâche. Indirectement, quand un citoyen a un problème avec la commune ou une difficulté, ça peut très vite aller sur un aspect juridique. Et donc, c'est dire qu'on doit être professionnel dans son domaine et savoir exactement de quoi on parle. Alors que, ou aussi les rancœurs que certaines personnes peuvent avoir quand il y a une erreur qui est commise. Pour moi, l'erreur, elle doit vraiment être tolérée, elle doit être réparée, mais après, on ne doit pas en tenir rigueur. C'est des personnes qui s'engagent, qui n'ont pas eu une formation, qui n'ont pas fait 10 ans de formation pour devenir municipal, et ils donnent de son temps pour la collectivité. C'est ce qui s'est passé notamment à Perrois, où un municipal justement a décidé de partir suite aux critiques virulentes qu'il a reçues. Aujourd'hui, ça image aussi finalement le fait que plusieurs figures emblématiques du district quittent le navire. Là, forcément, c'est du sang neuf, à l'inverse. Mais de quel œil est-ce que vous analysez et comment vous l'analysez, cette situation? Pour moi, je pense qu'il y a tout le temps ce tournus entre les personnes à chaque législature. J'ai l'impression que cette législature est comme un plus grand tournus. Donc c'est peut-être un changement de génération, ça je ne sais pas. Mais je pense, ou en tout cas j'espère que ces personnes n'arrêtent pas leur mandat dû à
une vie rendue infernale par leurs concitoyens. Ça, je l'espère, et puis il me semble que ce n'est pas forcément le cas. Je me dis que c'est plus aussi des changements de direction ou aussi d'avoir fait son temps. Je pense que c'est important de se fixer une durée, dans le sens où je fais 2 mandats ou je fais 3 mandats. Et après, de ne pas rester là indéterminément, parce que du moment qu'on reste tout le temps au même poste, les gens ont de la peine à s'imaginer de « je pourrais aller à cet endroit-là ». Et c'est souvent la partie la plus dure, qu'on sous-estime dans les autres mandats où j'ai fait, de tout à coup me dire « ah stop, là, il faut que je décide de partir, même que tout se va bien, parce que je ne dois pas graver mon nom sur le siège. Le siège n'est pas à moi, il appartient à tous, et tous doivent pouvoir venir. » Et du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut faire le cas ou le parallèle avec Langiro, puisque là, il y a un syndic, un ancien syndic retraité aujourd'hui, qui revient après 20 ans de poste. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, sous-entendu, vous nous dites qu'il aurait dû laisser sa place et ne pas se représenter? Non, du tout alors, parce que là, justement, il a laissé un tournus entre deux, à peu près de 3 mandats, si je ne me trompe pas, enfin bientôt 3 mandats. Et donc là, il revient, et justement, il manquait des candidats. Donc pour moi, je peux plus le voir comme un don de soi, de se dire, il manquait un candidat, donc justement, je vais m'engager de nouveau pour ma commune, je vais reprendre, si on peut dire, toutes mes affaires, et je vais revenir donner un coup de main. Mais après, je n'ai pas encore pu échanger avec lui, mais je vois plus d'un bon oeil, de me dire, il l'a fait, quoi. Il manquait un siège, il se dit, j'y retourne. Ouais, comment vous analysez le fait, vous serez, si vous êtes élu, si vous êtes à son côté, là, il faudra s'entendre, quelqu'un qui a de l'expérience, vous arrivez fraîchement élu. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Moi, je pense que tout le monde a à apprendre de tout le monde. Là, je pense que j'aurais énormément à apprendre de son vécu, du formalisme, de comment ça avance avec les projets, etc. Et je pense qu'il y a aussi un autre aspect de ma vision de la société, dû peut-être à mon âge ou dû à mes autres expériences, que lui, il les a peut-être pas forcément eues. À moins qu'on ait eu les 2 mêmes parcours, mais je pense que c'est un peu difficile que 2 êtres humains ont eu le même parcours de vie. Et je pense qu'on a chacun à apprendre de soi sur les visions qu'on a pour la collectivité ou la société et de comment on peut amener des projets. Ouais. On entend souvent dire que c'est les nouveaux arrivés ou alors les femmes, à vous d'en juger ou pas, qui reprennent le dicaster de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'ai pas fait ce constat, j'ai pas regardé activement ce constat. Je me dis c'est peut-être une chose qui peut arriver. Après, ça vous tente? La culture spécifiquement, je sais pas. Il faudrait que je discute d'abord avec les autres municipaux pour voir comment. Mais je pense que c'est vraiment pas une bonne chose de dire t'es nouveau, tu prends la culture, ou t'es une femme, tu prends la culture. Pour moi, ça n'a rien à voir. Chacun a ses compétences. Et il n'y a aucun non-dit qui doit avoir lieu. Dans le sens, c'est par exemple une femme ne peut pas prendre le dicaster de la PC, ou on a d'ailleurs la preuve avec notre conseillère fédérale Hamertz, qui est d'ailleurs conseillère fédérale pour le DDPS. Et donc là, pour moi, c'est vraiment une preuve qu'on doit avoir aucun tabou et aucun confinement dans les secteurs donc, qui pourraient travailler dû à son sexe ou dû à son parcours. Et parce qu'on parle des femmes, j'aimerais y rester encore un peu avec la candidate Isabelle Rupin. Là, vous me disiez aussi quelque chose d'intéressant, c'est une femme qui se présente parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus de femmes qui se présentaient à Langiro. Ça fait même plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a plus de femmes à la municipalité. Donc moi, je trouve ça génial, ça fait vraiment plaisir qu'on puisse avoir une dame dans le collège municipal, enfin si on sera tous élus, si je serai élu, même si je ne suis pas élu, j'espère qu'il y en aura au moins une dedans. Je pense que ça amène aussi d'autres visions. Comme je disais avant, chacun a eu un parcours et je pense que toute personne est importante dans un collège municipal. Ouais, dernière question, une campagne un peu particulière pour tout le monde avec cette période de pandémie. Comment est-ce que vous allez faire campagne? Très difficile. Pour moi, il y a 2 aspects. Il y a un des aspects qui est, comme dit, le coronavirus, qui empêche un peu ces rencontres ou ces événements qui peuvent avoir lieu dans le village pour pouvoir rencontrer les gens, pour pouvoir discuter avec. Il y a aussi un autre aspect qui est le fait d'être tout nouveau, d'être un peu jeune, puis de se dire mais comment aller faire campagne? Je ne peux pas faire un copie-coller de la campagne de Trump à un niveau local comme à Langiro. Je ne sais pas si ça serait bien vu. Exactement. Et donc pour moi, c'est une très grande difficulté de savoir comment juger, en fait, de pas que tout d'un coup, une action que je fais soit mal interprétée en se disant il se voit dans une élection pour une municipalité de Lausanne ou comme ça, ou de se dire mais pourquoi il n'a pas fait ça? Et de réussir à déchiffrer les codes et les traditions de la commune de Langiro et du canton de Vaud aussi. Damien Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Place au journal des élections, une rubrique qui vous raconte la campagne chaque semaine. Avec Rodolphe Fener, nous recevons aujourd'hui Michel Jotran, rédacteur en chef du quotidien La Côte. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea. Un plaisir que de vous recevoir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question suivante. Comment inciter les citoyens à s'engager en politique? Rodolphe, ce lundi, premier constat, les candidats ont été nombreux à s'inscrire sur les listes villageoises. On va en parler d'ici quelques instants. Michel Jotran, selon vous, est-ce que la politique suscite toujours un engouement?
Le doute était permis, hein, d'ailleurs. Le canton a fait une campagne pour essayer d'inciter les gens à se mettre sur des listes et on constate lundi, il y avait énormément de monde sur les listes. C'est plutôt réjouissant, hein, je trouve, parce qu'effectivement, on s'attendait à une crise des vocations, beaucoup de monde la craignait. A priori, elle ne s'est pas confirmée. Vous parlez même d'une bonne nouvelle pour la démocratie, c'est-à-dire ? Oui, moi je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait débat, en fait. On se rend compte dans pas mal de petites communes. Alors on a l'habitude, dans les villes notamment, où il y a les partis, qu'il y ait débat. Mais c'est vrai que peut-être trop souvent dans des villages, il y a autant de candidats que de postes. Et en fait, voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Alors que là, cette fois, on sent qu'il y a des listes qui s'affrontent. Alors c'est peut-être aussi révélateur peut-être de bisbilles au sein des communes, mais au moins il y aura un vrai débat et les gens qui sortiront de ces urnes auront une vraie légitimité parce qu'ils ont gagné. Oui, ils auront une légitimité jusqu'à ce qu'ils soient remis en cause, parce qu'on sent qu'il y a aussi un climat de défiance. Il y a beaucoup de candidats, comme vous l'avez dit, Michel, il y a beaucoup de bisbilles dans les communes. On voit plusieurs listes s'affronter. Ce ne sera pas les élections les plus sereines. Comme disait Michel, on est habitué dans les villes à ce que ça se bagarre un petit peu avec les partis, dans les villages un petit peu moins, donc ça va être inédit et très intéressant à suivre. Pourtant, pour certaines communes, il a fallu aller les chercher, ces candidats, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de candidats, c'est le cas de Langiro. On recevra Damien Richard d'ici quelques instants qui nous l'expliquera. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que le métier de politique ne soit plus autant sexy, Rodolphe Henner ? Alors, il s'est diablement complexifié en quelques années. Avant, on pouvait avoir un job à 100% et puis être syndic ou municipal, faire quelques séances le soir. Ça suffisait, tout ça c'est fini. Maintenant, il faut imaginer qu'un poste de municipal, ça prend au moins 2 jours par semaine, au moins. C'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup de relations avec des services techniques, des avocats. Et puis, disons-le clairement, il y a 2 types de politiciens. Il y a le politicien des champs, donc des petites communes, qui n'a pas de grands services à sa disposition pour déléguer, c'est-à-dire que le syndic d'un petit village doit à peu près tout faire tout seul. Et puis de l'autre côté, il y a les politiciens des villes, où alors là, si on songe à Nyon, il y a des chefs de service qui restent, et le politicien a vraiment un appui pour mener à bien ses projets. On parle d'une professionnalisation du métier. Quel constat est-ce que vous faites aujourd'hui de ce métier d'élu, Michel Jotron ? Alors, professionnalisation peut-être au niveau des attentes, mais ça reste effectivement plutôt des... Alors, je mets les villes à part, hein, mais dans les villages, c'est vraiment un job qui est très prenant, qui s'est complexifié, comme dit Rodolphe, mais aussi où il y a une défiance qui vient de plus en plus de la population, des avocats, il faut être disponible en permanence, en fait. On estime peut-être à 20-30% un job de municipal ou de syndic, et dans les faits, c'est tout le temps les citoyens attendent une réponse immédiate à peu près toutes les questions, et c'est vraiment un sacerdoce. Donc moi je dis respect à ceux qui s'engagent dans ces conditions. Qu'en est-il du salaire ? Combien gagnent nos élus dans le district ? Là aussi, on n'a pas que des chiffres précis, on a un peu des tendances, mais politicien des villes, c'est plutôt bien payé. Songez qu'un municipal à Nyon gagne 100 000 francs par année, cumulé avec les frais fixes, les frais variables, pour un job estimé à 50%. Bon, alors évidemment, ça c'est sur le contrat, 50%. On sait qu'il travaille à peu près 4 jours par semaine, quand même. Mais enfin, et le syndic, pour lui, est à 140 000 pour un job à 70%. Dans les villages, là, on est plutôt entre 10 et 20 000 francs par année quand tout va bien. Donc, on peut pas, ça implique qu'on ne peut pas quitter son travail, on ne peut pas quitter son emploi pour se consacrer à la politique villageoise. C'est économiquement impossible. Michel Jotron. Je crois que celui qui s'engage dans un village faire de la politique pour l'argent, il n'a pas choisi le bon chemin. C'est évident que ça ne peut pas être une motivation. Alors, ce n'est que juste revenu par rapport à l'engagement, mais ça ne peut pas être une motivation. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ça explique du coup que a priori, alors c'est peut-être un peu en train de changer, mais que les gens qui s'engagent en politique dans les villages sont des gens qui ont plutôt 50 ans, qui ont plutôt déjà fait leur carrière avant, si ce n'est pas des retraités qui sont, on ne dira pas à l'abri, mais enfin qui ont leur carrière professionnelle derrière. Bon, après,
après, à 50 ans, je ne sais pas si... Non, on est encore très jeune, Michel. Non, mais bien sûr, non, la question n'est pas là. Mais c'est aussi peut-être un risque supplémentaire d'aller demander à son patron ou des aménagements de temps de travail, alors qu'en fait, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit... Non, mais quand on commence une carrière politique plus tôt, prenons le cas d'une ville, on est correctement bien payé. Et si on ne se fait pas réélire après une ou deux législatures, on se retrouve sur le marché du travail, 45, 50, 55 ans, ça devient compliqué. Oui. Il y en a pourtant qui choisissent le fait de se recandidater après avoir quitté leur poste, après plusieurs législatures. C'est aussi le cas de figure de plusieurs figures emblématiques de la région qui quittent aujourd'hui le navire politique. Forcément, ça apporte du sang frais. Mais dans l'échiquier politique, comment analyser ça, Rodolphe Henner ? Bon, faut voir qui quitte. Il y en a qui quittent parce qu'ils ont déjà un long parcours politique derrière eux, à qui le parti demande gentiment de faire de la place, et puis qui arrivent à retrouver des fonctions honorables, très honorables même, derrière. Après, dans les villages, c'est un petit peu plus particulier. Je pense que c'est un peu plus du cas par cas. Effectivement, et puis tout un métier que d'être élu, mais aussi tout un autre que d'en parler en tant que journaliste justement sur le terrain. Michel Letron, quelle couverture souhaite en faire la Côte ? Alors nous avons, c'est un défi, parce qu'effectivement, alors peut-être qu'il y a beaucoup de candidats, mais c'est vrai que la chose politique n'est pas forcément très très populaire au sein de la population, même si on a remarqué qu'en fait notre opération sur les listes a particulièrement bien fonctionné sur Internet. Une opération, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour vous une façon détournée aussi de faire campagne finalement ? Ah non, nous on fait campagne, peut-être pour nous, oui, alors, parce qu'on a envie d'exister. Proche des lecteurs et des politiciens. Et nous, on est attendus sur ce dossier-là, donc oui, mais on a décidé en fait d'essayer d'humaniser cette campagne, de voir aussi les gens qui sont derrière, justement, on parlait de sacerdoce, il y a aussi, justement, c'est des choses qui méritent d'être mises en avant. Donc nous, on veut montrer les humains derrière la politique et pas seulement les partis, parce que évidemment, là, c'est plus rodé, mais il y a quand même justement plein de gens qui s'engagent. Alors tous les vendredis, on aura une double page qui va évoquer ça aussi d'une manière. On va essayer d'être ludique, enfin de rendre la politique un peu sympa et d'intéresser au-delà des gens qui sont d'habitude intéressés par cette chose publique. Donc notre dossier de ce vendredi sera consacré notamment aux partis indépendants, style GDG ou l'Entente Gênes. Et ça existe un parti indépendant? Alors justement, c'est la réponse dans notre édition de vendredi et sur notre site internet. On se réjouit de découvrir justement le côté ludique. Quant à nous, la semaine prochaine, prochain focus sur Terre Sainte, Rodolphe. Oui, des communes de Terre Sainte, parce qu'on a parlé des communes où des batailles étaient engagées. On pensait que ce serait Coppet. À Coppet, il y aura une petite bataille, beaucoup moins grande que ce qu'on attendait, puisque à l'exécutif, tout semble à peu près joué. Je dis à peu près. On parlera quand même de Coppet, donc, mais on parlera surtout de Communy, de Cran, de Chavannes-des-Bois, en compagnie du journaliste Grégory Balma, du quotidien de la Côte, pas du quotidien de la Côte. Rodolphe Henner, Michel Jotran, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Arnaud. On ne présente plus Alan Roura. Le skipper d'origine genevoise a marqué le Vendée Globe 2016-2017 comme aventurier, mais également en tant que compétiteur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Cornu, directeur de la fabrique et sponsor officiel d'Alan Roura. Mais pas seulement. Cyril Enjalran, boat captain d'Alan, est également avec nous pour commenter les progrès du skipper. Cyril, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Où est-ce que Alan se trouve actuellement? Alors Alan actuellement se trouve dans l'Atlantique Sud et est en train de remonter le long de l'Amérique latine et à peu près à hauteur de Sao Paulo. D'accord. Si on jette un œil à la cartographie que tu as sous la main, qu'est-ce que tu peux nous montrer en plus des informations que tu nous as déjà données maintenant? Je crois que c'est la fabrique qui a mis cette cartographie d'ailleurs C'est ça. Voilà. Voilà, c'est une cartographie qui a été mise en place par le... Où se place Alan actuellement? Voilà, bateau rouge, à côté d'Arnaud Boissière, là, actuellement. Il espère pouvoir le dépasser dans la journée. Voilà, là, actuellement, on peut voir ici à peu près à la hauteur de Sao Paulo et Rio de Janeiro, qui se trouve par ici. Et donc, lui va remonter tout le long de l'Atlantique Nord, passer l'équateur et attendre.
Atlantique Sud, équateur Atlantique Nord ensuite. Ça va être assez direct comme route pour remonter à la hauteur des Açores. Donc on calcule à peu près 3 semaines, un corps qui reste à Alan pour rentrer à la maison? C'est ça, à peu près encore 3 semaines de navigation. On pense qu'il devrait être début février aux alentours des Açores. Si tout voilà, se passe et on bien, sera là pour... ouais. On l'aura en duplex d'ailleurs. Ce Vendée Globe se passe quand même moins bien que prévu, en tout cas moins bien que le premier, puisqu'Alan a été victime d'un incident, d'une panne fin décembre. Je te propose qu'on regarde un extrait ensemble et puis qu'on le commente juste après ça, Cyril. La durite a explosé là dans l'empannage. Il y a de l'huile partout. Il y a de l'huile partout. J'ai même plus envie de pleurer là. Je suis désespéré. J'ai essayé de bidouiller là avec une autre durite, l'ancienne. Voilà, c'est l'hécatombe, il y en a partout, 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 partout. Ça en a mis partout. Voilà, il y en a même dans la cellule de vie encore une fois. Voilà. Explosé. Donc là maintenant va falloir trouver une solution parce que j'ai plus beaucoup d'huile hydraulique. Cyril, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement sur ce bateau? Alors, Alan a eu une première avarie dans les alentours de fin novembre, le 27-28 novembre. Une première fuite hydraulique du système de quille, de bascule de quille, qui l'a obligé à changer un des flexibles et passer sur un flexible de ce qu'on appelle de spare, de remplacement. Et celui-ci, un mois plus tard, quasiment jour pour jour, le sertissage de ce flexible a explosé, comme on a pu voir sur la vidéo. Donc, entraînant encore une fois une perte de la quille, c'est-à-dire dans le sens où la quille n'est plus maintenue dans son système de basculement. Et ce qui a contraint Alan à réutiliser un ancien tuyau pour remettre en route sa quille et sécuriser le bateau, de manière à stopper la quille, qu'elle ne bouge plus, qu'il puisse la mettre dans l'axe et qu'elle ne bouge plus. La quille qui est quand même un élément central quand on fait du bateau émetteur. Oui, on a une dérive. La quille, elle est vraiment centrale pour la stabilité du bateau. Du coup, à quel point est-ce que cet incident, cette panne compromet maintenant la course d'Alan? Pour l'instant, on va dire qu'elle compromet la performance. La sécurité, on a réussi à la conserver, c'est-à-dire que la quille ne part plus de tribord à bâbord comme elle le souhaite. Le bateau ne roule plus autour de cette quille, elle est dans l'axe. Donc ça, c'est le premier élément de sécurité qu'on souhaitait obtenir, de manière à ce que la stabilité du bateau ne soit pas engagée. Et ensuite, malheureusement, le côté performance, vous savez que ces bateaux ont une quille qui monte au vent et cela permet un couple de redressement meilleur et une performance nettement meilleure pour le bateau. Et là, malheureusement, cette performance n'est plus, mais le bateau peut continuer à courir. Alors, il y a eu cet incident, cette panne, et puis il y a le bateau sur lequel Alan a fait son premier Vendée Globe, qui lui est quand même passé devant. Est-ce que ce n'est pas une situation un peu frustrante ? Je pense que c'est beaucoup de skippers ont rencontré ce genre de soucis, enfin de frustration, on va dire, d'avoir son ancien bateau qui lui repasse devant. Ça, on va dire que ça fait partie du jeu. Si malheureusement on n'avait pas eu ces avaries, on n'aurait pas glissé tout doucement dans le tableau et dans le classement. Et malheureusement, oui, c'est ça. Pip fait une super course. Elle gaze bien et maintenant, avec nos avaries, ça va être compliqué pour Alan de maintenir une distance, une distance importante avec Pip. Absolument. Je me tourne maintenant vers Cyril Cornu de la Fabrique. Cyril, le budget annuel d'Alan est à peu près d'1 million au Vendée Globe. Comment on arrive à avoir une panne aussi capitale quand on a un tel budget ? Alors, tout dépend de quel côté on se place. Si on regarde les budgets des grosses équipes, c'est
1 million par année pour un Vendée Globe, c'est un petit budget encore. Il y a des budgets qui sont bien plus petits, mais il y en a surtout qui sont bien plus hauts. Je crois que c'est un sport mécanique et il faut accepter que dans les sports mécaniques, chaque pièce peut casser à tout moment, quel que soit le budget. Maintenant, Alan a envisagé l'abandon, mais il tient bon, il se bat. Est-ce que c'est cette dimension humaine d'aventurier, de survivor, qui prend le dessus sur la course ? Oui, alors je crois que le Vendée Globe, c'est déjà une aventure humaine en soi. Hein. Si on part faire un Vendée Globe, c'est qu'on a ce petit côté aventurier. Donc c'est pas du tout étonnant qu'Alan n'abandonne pas. C'est encore moins étonnant quand on le connaît, quand on connaît le tempérament du bonhomme. Ça aurait été étonnant qu'il abandonne. Donc c'est une suite logique des événements, je dirais. Et qu'est-ce qui rend Alan unique et qui fait que vous avez décidé de le soutenir ? Bon, déjà, sa jeunesse. Je crois que c'est d'être le plus jeune participant au Vendée Globe 2 fois de suite, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est quelqu'un qui est un marin, qui est un vrai marin. On parle de plus en plus de marins ingénieurs. Je crois que Alan n'est pas un ingénieur, il ne m'en voudra pas de le dire, mais c'est un vrai marin. C'est quelqu'un qui n'est pas né au bord de l'eau, ou en tout cas pas né au bord de la mer, mais qui a ça dans le sang. Et je crois que c'est tous ces éléments qui font de lui quelqu'un d'assez unique. Et puis pour en revenir à ma question, comment du coup on décide de miser un tel montant sur une course qui peut au final se terminer du jour au lendemain ? Je dirais que c'est aussi ce qui fait la beauté de cet événement. C'est ce qui fait que cet événement est aussi populaire. C'est qu'il y a des surprises tous les jours. C'est qu'on a vu deux des bateaux les plus chers et peut-être les teams les plus chers, les plus performants, avoir des gros soucis dans les premiers jours qui ont suivi le départ. C'est des choses auxquelles pas grand monde ne s'attendait et c'est ce qui fait la popularité de cette course. Donc en nous y engageant, on était prêt à subir ce risque-là. Très bien. Et puis il nous lève une nouvelle peut-être un peu plus positive que cette panne, ma foi, qui est arrivée maintenant. Selon le service de presse du Vendée Globe, jamais autant de personnes auraient suivi le départ du Vendée Globe. Est-ce que tu penses que c'est le contexte du Covid qui a permis la popularité de ce sport ? Alors le Covid y est certainement pour quelque chose, pour une raison assez simple, c'est que les gens sont un peu plus chez eux, donc ils ont peut-être un peu plus le temps de suivre ce genre d'événement, qui est quand même l'événement sportif le plus long sur la durée, 3 mois de course, peut-être même plus. Donc c'est quelque chose que les gens ont vraiment le temps et loisir de regarder. Et puis il y a aussi ce sentiment de liberté. On voit ces 33 hommes et femmes partir faire le tour du monde à la voile. De nos jours, en cette période de restriction, ça en fait rêver plus d'un. Donc je pense que le Covid n'y est pas pour rien. Ouais. On va demander l'avis du boat captain. Est-ce que du coup une panne, un incident comme ça, est-ce que ça suscite peut-être un petit peu plus de vues malgré tout? On a un peu plus d'action, un peu plus de... Comment vous avez géré ça? Oui, forcément, les gens s'intéressent un peu plus quand il y a de l'action. Donc dès qu'il y a une panne, ça suscite un peu plus d'intérêt. Et puis je pense qu'Alan a ce petit côté sympathique pour nous faire vivre les choses d'une manière moins dramatique. Et en plus, sa motivation derrière et son courage qu'il a ne peut faire que de l'attachement encore plus. On est d'accord. Et c'est pour ça qu'on va finir sur quelques images d'Alan. Mais avant ça, je tenais encore à vous remercier d'avoir fait le déplacement sur le plateau. À toi, Cyril Cornu, directeur de La Fabrique, d'être venu. Cyril Enjalran, merci d'avoir participé à ce premier épisode sur l'Anrora. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Vasectomia, c'est le nouveau petit bijou du réalisateur et cinéaste nyonnais Marc Descoster. Après 3 longs métrages, Wake Up Films revient avec une nouvelle production. Marc Descoster, salut, merci d'être avec nous. Alors, je l'avoue, je l'ai regardé hier soir. Alors, je peux te dire que je n'ai pas vraiment passé un bon moment. Le beau moment, il vient après. C'est celui de la digestion et de la réflexion qu'impose ton film.
Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. Je crois que tu ne pouvais pas me dire mieux. Ouais, alors on va... Je vais y aller, du coup. Non, reste là, parce que j'ai besoin de toi, justement, pour le digérer, ce film. C'est l'objectif du jour. On sort un peu du cadre conventionnel de l'interview question-réponse pour qu'on puisse le comprendre ensemble. Ce film, il part, tu appelles ça, d'une anecdote personnelle. C'est les attentats du Bataclan. Oui, c'est vrai. Disons que j'étais à Paris au moment des attentats. Et notamment, j'ai été pris dans une fausse alerte sur une terrasse de café où tout à coup, la foule s'est mise à courir, paniquer, en hurlant « Ils arrivent, ils arrivent ». Et puis, je me suis retrouvé à me cacher à l'arrière du bistrot, quoi, avec plein de gens, les tables renversées, enfin le chaos total, vraiment. Et puis, on est resté là, je ne sais pas, peut-être une demi-heure. J'ai du mal à pouvoir dire un temps exact. Mais on est restés cachés là, tous, en se disant que c'était fini, prêts à se dire qu'il allait y avoir les Kalash qui allaient arriver. Puis voilà, on était en train de se demander comment on allait faire. Et honnêtement, moi, j'ai cru que c'était terminé. J'étais prêt à l'idée que c'était terminé. Et puis, heureusement, finalement, c'était une fausse alerte, puisque c'était une chaufferette à gaz qui avait explosé quelques rues plus loin. Et la police qui avait sorti leurs armes parce qu'ils étaient à cran. Donc, mouvement de panique, enfin voilà. Mais surtout, du coup, ayant vécu ça, j'ai eu, disons, une réaction qui m'a surpris moi-même. C'est-à-dire, je dirais, une réaction, j'ai presque envie de dire une réaction d'extrême droite, ce qui ne me ressemble pas trop, même pas du tout. C'est-à-dire que j'avais envie de vengeance, j'avais envie qu'on fasse souffrir ces gens, d'autant plus que le soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai découvert ce qui s'était vraiment passé, donc au Bataclan. Enfin voilà, donc c'était la terreur totale. C'est une terreur justement que tu racontes dans le film. Finalement, ce film est un exutoire pour toi. Ce qui est touchant, frappant, c'est que finalement, cette violence, elle est parfois sublimée parce qu'il y a une réflexion qui vient derrière. On la comprend, on teste aussi nos limites et notre rapport à la violence. C'est exactement l'idée, oui. C'est ça. L'idée, c'est de faire un film qui soit, certes, assez violent, mais pas que, j'insiste sur ce point. J'avoue, je suis passée partout. J'ai rigolé, j'étais énervée, j'étais fâchée, j'étais triste. J'ai pleuré, je ne dirai pas quand. Ah bon? Ok, très bien, c'est super. Mais justement, l'idée, c'était de présenter cette question de la violence avec, si possible, un questionnement humain. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste de la boucherie, d'ailleurs le film n'est pas du tout un film de boucherie, mais que ça permette aux spectateurs de se situer par rapport à ce qui se passe et peut-être de s'interroger aussi. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et notamment sur les réseaux sociaux, des réflexions un peu à l'emporte-pièce, du genre il n'y a qu'à tous les buter, notamment sur les pages Facebook de certains partis. Et puis on a l'impression que c'est des réflexions tellement primaires qui évacue l'humain de la question, que moi j'avais envie de proposer autre chose. Justement parce que moi j'ai eu cette colère en rentrant de Paris, en me disant qu'il fallait punir, voire même qu'il fallait torturer. Donc je suis allé loin dans mes réflexions. Mais j'avais ce regard sur moi-même en me disant c'est quand même bizarre ce que je ressens là en fait. Ouais, rassurez-vous, à la maison il s'est soigné. Et pour que vous puissiez faire votre propre opinion, on regarde un extrait du film. C'est bizarre de te revoir. Ouais. Je crois que j'attends ce moment depuis 20 ans. Tu peux enfin sortir de ta torpeur et être utile pour faire le bien. Je vous demande de foutre le camp! Le pouvoir de régner appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et il régnera pour toujours. Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est ton terroriste, pas le mien. Je réfléchis. Tu veux lui mettre une balle dans la tronche? Non. Torture un petit peu. Merde, Alexandre, ok, merde.
Alors là, j'étais en pleine discussion parce que plein de questions que soulève le film, c'est ça tout l'enjeu. Et une dernière réflexion que j'aimerais vous apporter à la maison. Un film qui se lit plutôt comme un livre. À chaque séquence, une relecture est possible. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un sous-texte, j'espère, un sous-texte justement humain. Du coup, forcément qu'il y a plusieurs lectures. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui donne des réponses. Il suggère des choses, et surtout il pose beaucoup de questions sur énormément de choses, sur la religion, sur l'extrémisme, sur la justice aussi. Parfois cette envie de justice qu'on peut avoir soi-même quand on est révolté contre quelque chose. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est un film qui aborde beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a une ligne cohérente. Et du coup, c'est un film, je pense effectivement qu'on peut le voir plusieurs fois et y voir des choses différentes. Est-ce qu'on pourra le voir pour la première fois ou est-ce qu'il sera distribué, ton film ? Alors, pour le moment, ce que j'ai, c'est des attentes. C'est-à-dire que j'ai des festivals en attente. Donc, évidemment, avec la situation sanitaire, il y a aussi beaucoup de doutes. Donc, ce que je sais, c'est que j'aimerais faire une avant-première à Nyon. Je veux le faire et, entre guillemets, je dois le faire, puisque la ville de Nyon nous a énormément aidés pour le film. Donc c'est la moindre des choses de faire l'avant-première à Nyon. Mais évidemment, avec ce qu'on vit en ce moment, pour le moment, c'est un peu flou. Il faut suivre l'actu, je dirais, et puis suivre la page du film sur Facebook, idéalement, pour connaître les nouvelles, quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas de date précise. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y aura... mon distributeur DVD veut le sortir, donc ça c'est déjà super. Mais avant ça, le parcours en salle ou en VOD, c'est en travaux. On te suivra donc sur les réseaux sociaux. Vasectomia, à voir et à revoir, plusieurs lectures faites 100% locales par des Nyonnais. C'est tout pour la quotidienne du 21 janvier. On se retrouve demain pour la rétro. Très belle soirée à tous.